Bonjour, famille. Profitez de ce moment de détente avec les histoires de Charmed. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. La chaleur de l'été s'accrochait à la ville comme de la laine mouillée, épaisse et suffocante, mais à l'intérieur de l'orphelinat en périphérie de Dallas, un bambin nommé Benjamin Cole était assis tranquillement dans le coin de la salle de jeu, serrant un chien en peluche usé à l'oreille effilochée. Il ne pleurait pas comme les autres enfants. Il ne criait pas pour que quelqu'un revienne. Il se contentait de fixer le vide, silencieux, les yeux grands ouverts, attendant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il avait 3 ans et comprenait déjà l'abandon. Personne ne connaissait le jour exact où ses parents l'avaient laissé. Les religieuses du refuge l'avaient trouvé enveloppé dans une couverture bleue avec une note qui disait seulement « Nous sommes désolés, s'il vous plaît, prenez soin de lui ». Pas de nom, pas d'explication. Juste un enfant aux boucles brunes en désordre, un passé vide et un avenir façonné par des étrangers. Un après-midi moite, un couple d'âge mûr entra, William et Laura Davis. Ils portaient des sourires et des vêtements repassés, regardant autour d'eux avec un optimisme prudent, comme s'ils choisissaient un meuble. Laura avait des yeux bienveillants, du genre à faire sentir qu'il était si attentionné. William se tenait droit et silencieux, hochant seulement la tête lorsque le regard de Laura se posa sur Benjamin, assis seul avec son jouet en peluche. « Oh, regarde-le » murmura-t-elle. Il est calme, mais il y a quelque chose de doux dans ses yeux. 2 semaines plus tard, Benjamin quitta l'orphelinat et entra dans un monde de clôtures blanches et de rideaux à fleurs. Leur maison était à Fort Worth, dans un quartier confortable avec des pelouses tondues et des balançoires de Porsche. Le jardin de Laura était fleuri de marguerites et d'hortensias, et William travaillait dans une banque locale. Il n'avait pas d'enfant et avait dit à l'agence qu'il voulait donner une vraie chance à quelqu'un. Pendant les premières années, Benjamin les crut. Le soir, Laura lui lisait des histoires et lui chantait des berceuses, sa voix chaude comme la lumière du soleil. William jouait au ballon avec lui après le travail, lui apprenant à dribbler, tirer et attraper. Ils lui dirent de les appeler maman et papa, et il le fit, sa petite voix pleine d'espoir. Il avait sa propre chambre avec des rideaux bleus et un couvre-lit sur le thème des fusées. Le week-end, ils allaient au parc. Le dimanche, Laura cuisinait des biscuits qui embaumaient toute la maison d'un parfum de réconfort. « J'ai de la chance », se murmurait Benjamin avant de s'endormir, enfouissant son visage dans le chien en peluche, maintenant nommé Penny. Pendant un certain temps, cela ressemblait à une vraie famille. Mais quand Benjamin eut 6 ans, tout changea. Laura tomba enceinte, des jumeaux, annonçèrent-ils avec une joie larmoyante. Benjamin ne comprenait pas vraiment ce que signifiaient les jumeaux, mais il applaudit et sourit, heureux parce qu'ils étaient heureux. Il s'imaginait être le meilleur grand frère. Il leur lirait des histoires, pousserait leurs poussettes et leur apprendrait à faire du vélo un jour. Lorsque les bébés, Andrew et Emily, naquirent, Benjamin se tenait dans le couloir de l'hôpital, tenant un ballon jaune que son père lui avait donné. Ses yeux pétillaient alors qu'il regardait à travers la vitre les petits visages endormis dans des berceaux en plastique. « Est-ce qu'ils vont rentrer à la maison avec nous » demanda-t-il. William gloussa et hocha la tête. « Oui, mon grand, tu es un grand frère maintenant. » Mais ce fut la dernière fois que quelqu'un dans la maison des Davis le traita comme tel. Quand ils ramenèrent les bébés à la maison, Benjamin fut doucement mis de côté. Personne ne le dit à voix haute, mais le changement fut instantané. Les yeux chaleureux de Laura ne s'attardaient plus sur lui. Ses mains, autrefois ouvertes et accueillantes, étaient toujours pleines de biberons, de bavoirs et de nourrissons bercés. William, lui aussi, semblait préoccupé. Les parties de basket d'après-travail s'évanouirent dans le silence. Pas maintenant, Ben devint la nouvelle norme. Au début, Benjamin fit plus d'efforts. Il pliait le linge, ramassait les jouets, et essayait même de bercer les bébés quand ils pleuraient. Mais chaque effort était accueilli par des regards froids ou des paroles dédaigneuses. « Ne touche pas à ça, Ben », lança une fois Laura en lui arrachant une cuillère des mains alors qu'il essayait de nourrir Andrew. « Tu n'as pas besoin de faire ces choses. » Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Il savait seulement que ça faisait mal. Les années qui suivirent furent une lente désintégration de sa place dans la famille. Andrew et Emily recevaient tout ce qui était neuf, vêtements, jouets, éloges. Benjamin portait des vêtements d'occasion aux semelles usées et aux coutures effilochées.
Quand il demanda à aller au cinéma avec ses camarades de classe, William fronça les sourcils. On ne peut pas gaspiller d'argent pour des bêtises, Ben. Pourtant, le week-end suivant, il regarda depuis le porche les jumeaux être emmenés au parc d'attractions, leur rire résonnant dans la rue alors qu'ils se tenaient seuls. Un soir de pluie, alors que Benjamin avait 9 ans, Émilie cassa un vase en verre en poursuivant son frère dans le salon. Benjamin essaya de l'arrêter, criant un avertissement, mais il était trop tard. Laura entra en trombe, les yeux flamboyants. « Benjamin, qu'as-tu fait ? » Ce n'était pas moi. Tu n'es qu'adopté, siffla-t-elle, la voix tremblante de rage. Ne pense pas que tu peux discipliner mes enfants. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du tonnerre qui grondait dehors. Benjamin resta figé. Le mot « adopté » résonnant à ses oreilles comme une malédiction. Il ne pleura pas à ce moment-là. Il se tourna et se dirigea vers sa chambre, ferma la porte à clé et pressa son visage dans la fourrure de Penny. Cette nuit-là, quelque chose se brisa en lui. À partir de ce moment, Benjamin devint silencieux, détaché, un fantôme flottant dans la maison. Il ne trouvait la paix que dans les livres de la bibliothèque de l'école, où il s'évadait dans des mondes où les familles se choisissaient et les héros trouvaient toujours leur place. Il faisait toujours les corvées. Il ramenait toujours d'excellentes notes, mais il n'y avait plus de câlins, plus de regards chaleureux, plus de sentiment d'être un fils. Il se disait sans cesse, ils m'ont donné un toit, de la nourriture, des vêtements. C'est plus que la plupart des gens. Il se promit, un jour, je deviendrai quelqu'un, et peut-être qu'ils me regarderont comme avant. Et ainsi, le garçon qui rayonnait autrefois sur les photos de famille commença à s'effacer à l'arrière-plan. Il ne courait plus à la porte quand il rentrait à la maison. Il n'attendait plus les histoires du soir. Il attendait simplement le jour où il pourrait partir. Et quand il eut 18 ans, sans argent, sans adieu chaleureux, Benjamin Cole fit sa valise en lambeaux, la jeta sur son épaule et sortit par le portail. Personne dans la maison ne vint lui dire au revoir. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il murmura simplement, ne regarde pas en arrière. Et il ne le fit pas. Le bus pour Austin cliquetait comme de vieux os, cahotant sur chaque bosse de la route, comme déterminé à faire sentir à Benjamin chaque kilomètre qu'il mettait entre lui et Fort Worth. Il était assis près de la fenêtre, un seul sac de sport entre ses jambes, serrant la poignée à s'en blanchir les jointures. Son estomac gargouillait. Il n'avait rien mangé depuis la veille, mais il l'ignora. Il était habitué à ce genre de silence. Dehors, le paysage texan défilait, des champs arides, des stations-service, des routes brûlées par le soleil s'étendant à l'infini. À l'intérieur, Benjamin restait immobile, comme un garçon taillé dans la pierre. Ses parents ne lui avaient pas proposé de le conduire à l'université. Ils ne lui avaient pas offert $1 pour l'aider à démarrer. Juste un « bonne chance ». Marmonné par William alors qu'il boutonnait sa chemise pour le travail et un regard de Laura, qui était trop occupée à préparer le déjeuner d'Andrew et Emily pour même le regarder. Il ne lui avait pas dit au revoir. Pourtant, Benjamin s'était promis, pas d'amertume, pas de regret. Juste avancer. Il avait été accepté à l'université du Texas à Austin avec une bourse partielle. Elle couvrait les frais de scolarité, mais pas la nourriture, le logement ou les livres. Il avait demandé des prêts étudiants en silence, remplissant des formulaires à la bibliothèque de l'école, imitant sa signature là où un parent était requis parce qu'il savait qu'il valait mieux ne pas demander. Quand il arriva à Austin, la ville lui parut trop grande pour quelqu'un comme lui. Il loua une chambre dans une maison délabrée du côté est, avec des murs fissurés, de la peinture qui s'écaillait et une odeur de moisie persistante qui s'accrochait à ses vêtements. Son matelas était d'occasion, posé directement sur le sol. Son bureau était une caisse retournée. Il possédait exactement 4 chemises, 2 paires de jeans et une paire de baskets en lambeaux. C'était tout. Mais il ne se plaignait pas. Se plaindre était un luxe. Il avait du travail à faire. Le jour, Benjamin assistait aux cours de génie logiciel, sa matière principale, car elle promettait une chose dont il avait besoin, une opportunité. La nuit, il travaillait derrière le comptoir d'un petit café du campus. Le week-end, il livrait des pizzas sur un vieux vélo aux pédales qui grinçaient. Parfois, il travaillait jusqu'à 2 heures du matin, ses jambes brûlant alors qu'il pédalait sous la chaleur, le vent et la pluie. Il apprit à vivre de sandwichs au beurre de cacahuètes,
de nouilles ramen et de sachets de sucre gratuit mélangés à de l'eau chaude quand il ne pouvait pas se payer de café. Son portefeuille contenait rarement plus de quelques dollars, et quand c'était le cas, il le traitait comme un trésor. Chaque moment de sa journée était programmé, cours, travail, études. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Il savait que s'il prenait du retard, personne ne le rattraperait. Pourtant, c'était solitaire. Ses camarades de classe avaient des parents qui appelaient, qui envoyaient des colis, qui rendaient visite pendant les vacances. Benjamin avait le silence. Thanksgiving passa, et tandis que les autres rentraient chez eux, il faisait un double service, puis mangeait un burrito au micro-ondes dans sa chambre. Noël fut pire. Il regardait par la fenêtre pendant que ses colocataires partaient pour les célébrations familiales. Aucun appel téléphonique. Aucune carte. Rien. Parfois, quand le silence devenait trop assourdissant, il sortait une vieille photo de son tiroir. Une de quand il avait 5 ans, debout entre William et Laura, souriant comme s'il avait tout au monde. Il la fixait quelques minutes, puis la rangeait et se disait « Tu n'as pas besoin d'eux. Tu te construiras ta propre vie. » Une nuit, pendant sa 2e année, Benjamin s'effondra sur son bureau d'épuisement. Il se réveilla le visage pressé contre son clavier et une trace de bave sur ses notes. Son colocataire, un gars bruyant et joyeux nommé Carlos, le secoua pour le réveiller. « Mec, ça va? Tu as l'air d'un zombie. »« Je vais bien, » marmonna Benjamin en se redressant lentement. Carlos haussa un sourcil. « Tu n'as pas mangé de la journée, n'est-ce pas? » Benjamin haussa les épaules. « J'ai mangé des crackers. » Sans un mot de plus, Carlos lui tendit un taco emballé dans du papier d'aluminium. « Mange. Tu ne vas pas encore t'évanouir sur moi. » À partir de ce jour, Carlos devint une constante dans la vie de Benjamin. Il ne posait pas de questions, ne le plaignait pas. Il le traitait simplement comme un frère. Parfois, cela suffisait à faire tenir Benjamin. Ils se lièrent d'amitié grâce au code. Les longues nuits devinrent des séances de brainstorming, des rires devant des ordinateurs portables cassés et des boissons énergisantes alimentant des idées qui n'avaient parfois aucun sens, mais qui, d'autres fois, suscitaient l'éclat. Pendant leur 3e année, ils créèrent un prototype de logiciel qui utilisait l'intelligence artificielle pour optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments intelligents. C'était un projet scolaire né d'un manque de sommeil et d'un excès de caféine, mais il leur valut la 2e place dans un concours à l'échelle de l'État. Cela s'accompagna d'un chèque de 1 000 $ et de la reconnaissance de leur professeur. Pour la première fois de sa vie, Benjamin se sentit vu. Pas comme le fardeau de quelqu'un, pas comme le fils oublié de quelqu'un, mais comme un esprit, un créateur. Cela alluma quelque chose en lui. Mais les défis ne s'arrêtèrent pas là. La dernière année amena une avalanche d'avis de dette et de rejet de candidature. Malgré son diplôme avec mention, Benjamin ne parvenait pas à trouver un emploi. L'économie était difficile, et les employeurs voulaient des années d'expérience qu'il n'avait pas. Sans filet de sécurité familiale, il déménagea dans un endroit encore moins cher, avec des murs minces comme du papier et des voisins qui criaient toute la nuit. Pourtant, il continua à livrer des pizzas et à coder sur un vieil ordinateur portable déglingué. Un soir de pluie, en se dépêchant dans une allée glissante, Benjamin glissa et laissa tomber une pizza entière, face contre terre. Le client cria. Son patron lui retint son salaire. Benjamin resta sous la pluie battante, trempé jusqu'aux os, fixant la nourriture ruinée comme si c'était la somme de tous ses échecs. Puis il la ramassa, s'excusa et retourna à son vélo. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Au lieu de cela, il ouvrit son ordinateur portable et commença à construire quelque chose de nouveau. Il se souvint du projet que lui et Carlos avaient créé, le logiciel d'optimisation énergétique. L'industrie des technologies vertes était en pleine croissance, et les startups attiraient l'attention. Benjamin savait que c'était un pari risqué. Il n'avait pas d'argent, pas de relations et pas de bureau. Juste une idée et un ordinateur portable fissuré. Mais il avait une chose que personne ne pouvait lui enlever, sa volonté d'essayer. Il appela Carlos. Lançons quelque chose. Carlos n'hésita pas, je suis partant. Et c'est ainsi que dans un appartement moisi d'une chambre, avec un bureau fait de vieilles caisses et des rêves tenus par du ruban adhésif, Green 5 Solutions est né. Il n'avait pas d'investisseurs, pas de conseils et pas de temps à perdre. Chaque nuit, il codait. Chaque jour, il présentait leur idée à quiconque voulait bien les écouter.
professeurs, petites entreprises, amis d'amis. On se moqua d'eux, on les ignora, on leur dit non, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Puis une opportunité se présenta. Un concours local de start-up avec un prix de 25 000 $, assez pour acheter du matériel, assez pour tout changer. Ils s'inscrivirent. Pendant 2 mois, ils travaillèrent 18 heures par jour. Benjamin coda jusqu'à ce que ses doigts aient des crampes. Carlos conçut l'interface et répéta leur présentation jusqu'à ce que sa voix se brise. La nuit précédant le concours, Benjamin se regarda dans le miroir. Il avait l'air plus vieux que son âge, décharné, fatigué, mais il y avait toujours du feu dans ses yeux. « Tu es arrivé jusqu'ici » murmura-t-il. « N'arrête pas maintenant. » L'auditorium était bondé. Benjamin se tenait au bord de la scène, les mains tremblant légèrement alors qu'il tenait le micro sans fil. Des dizaines d'yeux le fixaient. Juges, investisseurs, concurrents, inconnus. Son cœur battait contre ses côtes comme un rythme de tambour effréné. Carlos se tenait juste derrière lui, lui faisant un subtil signe de la tête encourageant. Ils avaient 20 minutes. 20 minutes pour expliquer leur vision, prouver leur valeur et convaincre une salle de vétérans des affaires que 2 diplômés fauchés sans financement formel pouvaient construire une entreprise digne d'investissement. Benjamin prit une profonde inspiration. « Bonjour » commença-t-il, la voix stable. « Je m'appelle Benjamin Cole, et voici Carlos Rivera. Ensemble, nous sommes les cofondateurs de Green 5 Solutions. » Il fit un geste vers l'écran derrière lui. Une animation épurée montrait leur logiciel en action. Des bâtiments ajustant la température, l'éclairage et la consommation d'énergie en fonction de l'occupation et du comportement. Notre mission est simple, continua Benjamin. Nous utilisons une technologie basée sur l'IA pour optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments commerciaux. Notre objectif. Réduire les déchets, baisser les coûts et aider la planète, un système intelligent à la fois. Il expliqua comment leur logiciel suivait les habitudes d'utilisation des bâtiments et effectuait des ajustements en temps réel, réduisant la consommation d'énergie sans compromettre le confort. Carlos prit ensuite brièvement la parole, faisant une démonstration d'une interface en direct et expliquant les économies potentielles pour les grandes installations. La salle était silencieuse, du genre de silence qui signifie que les gens écoutent vraiment. Puis Benjamin retourna au micro. « Je pourrais parler toute la journée de données, dit-il, sa voix plus douce maintenant, plus personnelle. Mais laissez-moi vous dire pourquoi cela compte pour moi. » Il regarda directement les juges. « Je ne suis pas né dans la richesse. On ne m'a rien donné. J'ai grandi dans un foyer où l'amour était conditionnel, où on me rappelait chaque jour que je n'appartenais pas parce que j'étais adopté. Quand j'ai quitté la maison à 18 ans, je n'avais rien, pas de soutien, pas d'économie, pas de famille pour m'encourager. Mais j'avais une conviction, que je pouvais construire quelque chose qui comptait. » Il marqua une pause, l'émotion montant dans sa gorge. « Je n'ai pas créé cette entreprise parce que je voulais devenir riche. Je l'ai créée parce que je sais ce que c'est que d'être ignoré, d'être oublié. Et je voulais créer quelque chose qui ne serait jamais ignoré. Quelque chose d'utile. Quelque chose de réel. » Un léger murmure parcourut la foule. Carlos se plaça à côté de lui tapotant le dos. Benjamin sourit faiblement et conclut sa présentation. « Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une chance. Juste une. Et je vous promets que nous la saisirons. » Quand ils quittèrent la scène, Benjamin ne savait pas à quoi s'attendre. Ses paumes étaient moites, sa gorge sèche. Mais Carlos sourit et murmura, « Tu as tout déchiré. » Plus tard dans l'après-midi, ils étaient assis sur des chaises pliantes près du fond de la salle pendant l'annonce des gagnants. 3e place, pas eux. 2e place, Green 5 Solutions. Benjamin cligna des yeux. Carlos sauta sur ses pieds. Les applaudissements furent comme une vague. Pendant quelques secondes, Benjamin ne bougea pas, jusqu'à ce que Carlos le relève et l'entraîne vers la scène. On leur remit le chèque, 25 000 $. Pas la première place, mais plus qu'ils n'avaient jamais eu. C'était suffisant. Assez pour enfin louer un petit bureau partagé dans le centre-ville d'Austin. Assez pour améliorer leurs ordinateurs portables. Assez pour croire qu'ils pouvaient vraiment y arriver. Les mois suivants furent les plus difficiles de la vie de Benjamin. Et pourtant, les plus excitants. Il travaillait. 16 heures par jour, 7 jours sur 7.
Leur nouveau bureau était un espace partagé dans un centre de coworking. Rien de plus qu'un petit bureau, 2 chaises et un tableau blanc couvert d'idées, de corrections et de gribouillis furieux. Ils embauchèrent 2 stagiaires de l'université. L'un partit après une semaine. L'autre resta, avide d'apprendre. Parfois, Benjamin dormait sur le sol du bureau. Parfois, Carlos lui apportait des tacos à 2 heures du matin quand il n'était pas sorti depuis plus de 12 heures. Ils vivaient comme des survivants, mais chaque contrat apportait de l'espoir. Un petit cabinet d'avocats. Une école locale. Un promoteur immobilier intéressé par la réduction des coûts. Green 5 Solutions commença à grandir, petit à petit. Puis vint l'appel. Une conférence sur les technologies vertes à San Francisco. Un événement sur invitation uniquement pour les startups innovantes. Quelqu'un avait vu leur démo logicielle et l'avait transmise. Les organisateurs voulaient que Benjamin fasse une présentation. Le problème, il pouvait à peine se payer l'essence, encore moins les vols et les chambres d'hôtel. Carlos regarda l'invitation et dit, on y va. On ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se permettre de ne pas y aller. Alors, ils vidèrent le reste des gains du concours. Ils réservèrent les vols les moins chers et partagèrent une chambre de motel économique à 20 minutes du lieu de la conférence. À la conférence, l'énergie était électrique. Des costumes élégants, des stands géants, du champagne et des mots à la mode. Benjamin se sentait comme un imposteur dans sa chemise froissée et sa cravate de friperie. Mais quand il prit le micro et expliqua leurs produits, quand il raconta son histoire, la salle ne rit pas. Elle se pencha pour écouter. Après, une femme s'approcha. Elle avait les cheveux argentés, portait un blazer vert foncé et marchait avec une grâce qui commandait l'attention. « Je suis Suzanne Miller », dit-elle en lui tendant la main. Directrice d'Ecoventure. Benjamin lui serra la main, la bouche soudainement sèche. « J'ai aimé votre présentation, dit-elle, mais j'ai encore plus aimé votre histoire. » Au dîner ce soir-là, Benjamin lui raconta tout. L'orphelinat, ses parents adoptifs, la douleur, la promesse qu'il s'était faite. « Je n'essaie pas d'être un héros, dit-il. Je veux juste construire quelque chose qui compte. Quelque chose qui survivra à la douleur. » Suzanne hocha la tête. « Un investissement d'1 million de dollars, dit-elle en remuant son vin. 20% de participation. Qu'en pensez-vous ? » Benjamin cligna des yeux. Carlos laissa tomber sa fourchette. « Vous êtes sérieuse ? » Elle sourit. « J'investis dans les gens. Vous êtes quelqu'un sur qui il vaut la peine de parier. » 3 mois plus tard, Green 5 Solutions emménagea dans un véritable bureau. Ils embauchèrent des ingénieurs à temps plein, un responsable marketing et un directeur financier. Benjamin, autrefois un garçon vivant de sandwich au beurre de cacahuète, devint le PDG de l'une des startups de technologie verte à la croissance la plus rapide du Texas. Leur logiciel fut bientôt installé dans des hôpitaux, des universités et des chaînes commerciales. Un groupe hôtelier réduisit ses coûts énergétiques de 30% en 3 mois. En 2022, Green 5 Solutions était évalué à 10 millions de dollars. Benjamin acheta un petit appartement lumineux surplombant le lac Lady Bird. Il acheta à Carlos une voiture fiable et envoya de l'argent pour aider la mère de son ami à acheter une maison au Mexique. Forbes s'appela. Entrepreneur de moins de 30 ans à suivre. Benjamin fixa l'article avec incrédulité. Son nom, son visage en noir et blanc. Mais la photo qu'il gardait dans son tiroir, celle du petit garçon entre William et Laura, ne le quitta jamais, tout comme la douleur. Peu importe jusqu'où il grimpait, une vérité demeurait. Il n'avait jamais appelé. C'était un matin froid de décembre et Benjamin Cole se tenait dans son appartement, fixant les vagues de brouillard qui s'élevaient du lac Lady Bird. La ligne d'horizon scintillait derrière, Austin vivante et bourdonnante. À l'intérieur, tout était calme, trop calme. Le succès avait rendu sa vie plus confortable, mais non moins solitaire. Green 5 Solutions venait de signer un contrat avec une chaîne nationale de centres commerciaux. Leur croissance était explosive. Son équipe s'était élargie à plus de 60 employés. Il avait été présenté dans des publications technologiques, invité à prendre la parole lors de conférences, et maintenant des sociétés de capital risque se disputaient son attention. Mais ce matin-là, Benjamin ne pensait à rien de tout cela. Il pensait à un anniversaire. Son père adoptif, William Davis, allait avoir 65 ans dans quelques semaines.
Un anniversaire marquant, une célébration de l'âge de la retraite. Benjamin savait quel genre de fête les Davis organiseraient. Élégante, pleine d'amis et de parents, avec un traiteur et un groupe de jazz. Il savait aussi qu'ils ne seraient pas invités. Ils n'avaient pas eu de leurs nouvelles depuis 11 ans. Pas un appel téléphonique, pas un email, pas même un message pendant les vacances. Ils l'avaient rayé de leur vie, mais pas de son cœur. Malgré tout, Benjamin n'avait jamais laissé l'amertume le dévorer complètement. Il s'accrochait encore à une lueur d'espoir tenace. Que peut-être un jour, quelque chose pourrait changer. Pas le passé, mais peut-être la fin. Alors ce matin-là, regardant le brouillard et sirotant un café amer, Benjamin prit une décision. Il leur ferait un cadeau. Pas n'importe quel cadeau, mais quelque chose d'inoubliable. Quelque chose qui parlerait plus fort que les mots. Il leur offrirait une villa en bord de mer. Il ne s'agissait pas de se vanter. Il ne s'agissait pas d'acheter leur amour. Il s'agissait de gratitude et de conclusion. La recherche de la propriété commença le lendemain. Il travailla avec un agent immobilier à Galveston, cherchant quelque chose de spécial. Après des semaines de recherche, il la trouva. Une villa moderne avec de larges fenêtres en verre qui s'ouvraient sur la mer. Une véranda enveloppante et un grand jardin. Elle avait assez d'espace pour des matins tranquilles, des dîners de famille, des parterres de fleurs et un café au bord de l'océan. Cela lui rappelait ce qu'il imaginait que pouvait être une famille. Le coût, 4 millions de dollars. Pour Benjamin, c'était beaucoup, mais il n'hésita pas. Il liquida une petite partie des actions de son entreprise et commença les formalités administratives. Il fit préparer l'acte de propriété au nom de William, avec une enveloppe rubanée et une documentation notariée. Son avocat parut perplexe. « Vous leur offrez en cadeau ?» demanda l'homme. Benjamin hocha simplement la tête. Sans condition. Juste un geste. Il ne le dit à personne. Pas à Carlos. Pas à son équipe. Pas même à son thérapeute. C'était quelque chose de profondément personnel. Une offrande finale. Non pas pour gagner de l'affection, mais pour enterrer un fantôme. Il se présenterait à l'improviste à la fête d'anniversaire, remettrait l'acte et partirait. Simple. Le 4 janvier arriva avec un air vif et un ciel clair. Benjamin portait un costume bleu marine sans cravate. Il garda l'enveloppe sur le siège passager de sa Tesla alors qu'il conduisait les 3 heures de retour à Fort Worth. Ses mains restèrent crispées sur le volant pendant la majeure partie du trajet, son cœur battant contre ses côtes comme un enfant frappant à une porte verrouillée. Quand il arriva, la maison des Davis n'avait pas beaucoup changé. La clôture blanche était toujours là. Le jardin fleuri était en pleine floraison, la fierté de Laura. L'odeur de viande grillée et les rires se répandaient dans la rue. La musique jouait en arrière-plan et plus de 50 invités se mêlaient dans la cour. Il entra par le portail, sans y être invité, sans préavis, le cœur battant comme un avertissement. Près de la table de nourriture, il les vit, James et Emily. Ils avaient maintenant 27 ans, élégants et stylés, sirotant des verres de vin entourés d'amis. Quand ils le virent, leurs réactions furent instantanées. James ricana. « Tiens, regarde qui a décidé de se montrer. » Emily inclina la tête avec une curiosité feinte. « Benjamin, tu te souviens encore du chemin de la maison. » Il ne broncha pas. « Je suis ici pour souhaiter un joyeux anniversaire à papa, » dit-il doucement, tenant l'enveloppe dans sa main. James rit. Il a apporté un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Un de ces trucs faits maison. Emily gloussa. S'il te plaît, que ce soit une cravate. La mâchoire de Benjamin se serra, mais il ne dit rien. Il n'était pas venu pour eux. Puis James se pencha et murmura, tu ferais peut-être mieux d'attendre. Papa a aussi un cadeau pour toi. Benjamin fronça les sourcils. Que veux-tu dire? James ne fit qu'un clin d'œil. Les mots sonnaient de manière inquiétante, mais Benjamin les ignora. Il parcourut la foule du regard et trouva William et Laura près de la table d'honneur. William portait un costume gris, un verre à la main. Laura portait une robe à fleurs, riant de manière crispée avec les invités. Quand leurs yeux se posèrent sur Benjamin, le changement fut visible. Le visage de Laura perdit sa couleur. Le sourire de William vacilla. « Benjamin, demanda-t-elle en s'avançant. « Je suis venu dire joyeux anniversaire, dit-il,
la voix stable. Et j'ai apporté un cadeau. Un vrai. William jeta un coup d'œil à l'enveloppe et força un sourire. Nous sommes en plein milieu de quelque chose, Benjamin. Peut-être plus tard. La froideur le frappa à nouveau. Mais Benjamin hocha la tête. Bien sûr. Plus tard. Il recula, attendant sur le côté de la cour pendant que les gens riaient et dansaient. Personne ne lui prêta attention. Il était de nouveau une ombre. Comme avant. Puis William fit teinter son verre. Tout le monde, puis-je avoir votre attention, appela-t-il. La musique s'estompa. Les invités se tournèrent vers lui. Aujourd'hui est un jour spécial, dit William. Non seulement parce que j'ai 65 ans, mais parce que j'ai finalisé une décision importante. Il sortit un document de sa poche. Mon testament. Il y eut des exclamations et des rires de surprise. Je veux que tout le monde ici sache que mes biens, cette maison, mes investissements, tout, seront partagés à parts égales entre mes enfants bien-aimés. Benjamin, James et Emily. Il marqua une pause, ses yeux balayant la foule. Et je veux dire mes enfants. La poitrine de Benjamin se serra. Puis le coup tomba. Je vois que mon fils adoptif, Benjamin, est ici aujourd'hui. Continua William, les yeux fixés sur lui. Après plus d'une décennie de silence, je suppose qu'il est ici pour faire amende honorable ou chercher à s'attirer les bonnes grâces. Mais il est trop tard. Mon testament est déjà signé. J'ai bien peur qu'il ne reste rien pour lui. La cour tomba dans le silence. Puis James et Emily éclatèrent de rire. Emily applaudit. Je t'avais dit que ce serait une surprise. Benjamin resta figé. Humilié devant des étrangers. Le cœur battant dans ses oreilles. Les larmes menaçaient. Mais il les retint. Il s'avança. Tous les yeux se tournèrent. Je ne suis pas venu mendier, dit-il, la voix forte et claire. Je suis venu vous remercier. Il brandit l'enveloppe. C'est l'acte de propriété d'une villa en bord de mer à Galveston. D'une valeur de 4 millions de dollars. Je l'ai acheté comme cadeau pour vous. La foule haleta. Les yeux de William s'écarquillèrent. Laura eut le souffle coupé. Benjamin les regarda une dernière fois. Je pensais que peut-être ça compterait. Peut-être que vous me verriez. Peut-être que vous diriez merci. Ou je suis fier. Ou même bonjour. Mais je vois maintenant que vous ne voulez pas d'un fils. Vous n'en avez jamais voulu. Il déchira l'enveloppe en deux. Puis encore et encore. Les morceaux tombèrent comme de la neige. Exclamation, chuchotement. La musique s'arrêta. William fixa l'acte déchiré, immobile. Benjamin se tourna sans un mot de plus. Et s'en alla. Benjamin ne pleura pas sur le chemin du retour à Austin. Il ne cria pas et ne frappa pas du poing contre le volant comme il l'avait autrefois imaginé. Au lieu de cela, la route se déroulait devant lui dans un silence froid. Kilomètre après kilomètre, le monde défilait en tons de gris. Il n'y avait pas de musique. Pas de pensée. Juste le bourdonnement régulier des pneus sur l'asphalte et les morceaux déchirés d'un rêve éparpillé derrière lui dans le jardin d'un étranger. Quand il entra dans le garage sous son appartement, le soleil était déjà couché. Austin bourdonnait de son rythme nocturne habituel. Des bars déversant des rires, des phares ébrant les rues. Mais Benjamin monta les escaliers comme si le monde était devenu muet. À l'intérieur, il jeta sa veste de costume sur le canapé et resta dans le noir. Les lumières de la ville filtraient à travers les stores, rayant le sol d'or pâle. Il tendit la main vers le tiroir de sa table de chevet. La photo avait disparu. Il l'avait jetée ce matin-là avant de partir pour Fort Worth, se disant qu'il n'en aurait plus besoin, que la villa serait le dernier chapitre, que peut-être, juste peut-être, ils accepteraient son cadeau comme un signe de paix, d'appartenance, de rédemption. Au lieu de cela, il l'avait effacé. Encore une fois. Il s'assit sur le bord de son lit et regarda ses mains. Des mains qui avaient construit une entreprise, qui avaient signé des contrats d'1 million de dollars, qui avaient tapé des milliers de lignes de code pendant des nuits blanches, qui avaient porté des sacs de course sous la pluie et des vélos dans des escaliers cassés et des boîtes de pizza jusqu'à des portes en verre qui ne s'ouvraient jamais. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'étaient toujours les mains d'un garçon à qui on avait dit « Tu n'es qu'adopté ». Le lendemain matin, Benjamin retourna au travail.
Le bureau bourdonnait d'énergie. Des contrats étaient en cours de finalisation. Des campagnes marketing étaient lancées. Son équipe s'agrandissait. Green 5 Solutions venait de décrocher un contrat gouvernemental pour installer des systèmes énergétiques dans les bâtiments publics de l'État. L'entreprise prospérait. Carlos attendait à son bureau. « Et mec, ça va? Tu as disparu ce week-end. » Benjamin eut un sourire fatigué. « J'avais juste besoin de me vider la tête. » Carlos fronça les sourcils mais ne posa pas de questions. Il connaissait assez bien Benjamin pour attendre. En réunion, Benjamin faisait des blagues. Il serrait la main des investisseurs. Il posait pour une autre interview d'article. Son équipe l'admirait plus que jamais. Concentré, calme, déterminé. Mais la nuit, le silence revenait. L'image de William annonçant son testament. James et Emily riant comme des brutes de cour d'école. Les visages stupéfaits de la foule. Et Laura. Elle n'avait rien dit. Elle était juste restée là, les mains jointes devant elle comme si elle ne reconnaissait pas le garçon à qui elle lisait autrefois des histoires. Benjamin ne pouvait s'empêcher de rejouer le moment où elle avait détourné le regard. Cela faisait plus mal que les mots. Plus que le testament. Il commença à voir un thérapeute 2 semaines plus tard. Elle s'appelait Clara. D'âge mûr, des yeux bienveillants, une voix comme une pierre adoucie. Lors de leur première séance, Benjamin s'assit raidement sur une chaise, les bras croisés. Clara dit simplement, « Dites-moi pourquoi vous êtes ici. » Il hésita. Puis tout sortit. L'orphelinat. La famille Davis. La négligence. Les jumeaux. Le jour où il est parti sans rien. Les nouilles ramen. La start-up. La villa. Et la fête. L'humiliation. Le silence. Je pensais que j'avais surmonté ça, admit Benjamin. Mais cette nuit-là, ça m'a brisé. Clara ne parla pas pendant un moment. Puis elle dit quelque chose de simple. Vous avez passé toute votre vie à essayer de gagner un amour qui n'était jamais à vous de poursuivre. Benjamin la fixa. Et puis, pour la première fois depuis des années, il pleura. Pas en silence. Pas de honte. Mais pleinement. Le genre de pleurs qui vide une âme. La thérapie devint une habitude hebdomadaire. Clara le guida à travers le deuil qu'il avait enfoui sous le travail et l'ambition. Elle l'aida à démêler les fils enchevêtrés de la culpabilité et du rejet. Elle l'aida à comprendre que sa valeur n'avait jamais été mesurée par l'approbation de la famille Davis. « Vous n'avez plus à prouver votre valeur, dit-elle un jour. Vous l'avez déjà. » Benjamin commença à tenir un journal. Chaque nuit, il écrivait des lettres qu'il ne prévoyait jamais d'envoyer. À William. Vous auriez pu dire que vous étiez fier de moi, juste une fois. À Laura, votre voix me manquait plus que je ne détestais votre silence. À James et Emily, vous n'aviez pas à rivaliser avec moi. Je n'ai jamais voulu autre chose que d'appartenir. Une nuit, il termina une entrée par « Je vous pardonne. Mais plus important encore, je me pardonne d'avoir attendu si longtemps. » Des mois passèrent. Puis un après-midi de mars, Benjamin fut invité à prendre la parole lors d'une conférence sur l'énergie durable à Houston. Il était le conférencier principal, un leader de l'industrie. Sur scène, devant une foule de 500 personnes, il parla de logiciels, d'innovation, de technologie verte. Et puis de son histoire. J'étais un orphelin. J'ai été oublié par les gens qui étaient censés m'aimer. J'ai construit ma vie à partir de rien, non pas parce que je voulais être riche, mais parce que je voulais compter. Le public lui fit une ovation debout. Après le discours, alors que Benjamin se mêlait aux invités, une femme âgée aux cheveux argentés s'approcha. Sa voix tremblait. « Benjamin ?» Il se tourna. C'était Margaret. La sœur aînée de Laura. Il ne l'avait pas vue depuis qu'il était enfant. « Tante Margaret, dit-il, choqué. Elle le serra fort dans ses bras, les yeux embués. « J'étais à la fête cette nuit-là, murmura-t-elle. Je dois te dire quelque chose. » Ils s'assirent dans un coin tranquille. Sa voix était basse. Après ton départ, toute la fête a changé. Les gens étaient secoués. Ton père, William, est resté assis en silence le reste de la soirée. Il ne parlait pas.
Il fixait juste les morceaux de l'acte par terre. Le cœur de Benjamin ralentit. Je l'ai vu les ramasser un par un et les mettre dans sa poche. Il ne parlait pas. Laura n'a pas mentionné ton nom depuis des années, mais je sais qu'elle lit chaque article sur toi. Elle regarde chaque interview. Je pense qu'ils savent qu'ils ont eu tort, mais ils sont trop fiers pour l'admettre. Benjamin détourna le regard. Ils n'ont rien dit, répondit-il. Rien du tout. Je sais, dit Margaret. Mais tu as dit tout ce qui devait être dit. Et puis tu es parti. Elle lui prit la main. Tu ne les as pas déçus, Benjamin. Ce sont eux qui t'ont déçu. Cette nuit-là, de retour à Austin, Benjamin n'ouvrit pas son journal. Il ne sortit pas de souvenirs ou de regrets. Il alluma une bougie et resta assis, immobile, non pas en deuil, mais en paix. Il n'était pas seulement parti de ce jardin à Fort Worth. Il était entré en lui-même. Finalement, le printemps fit place à l'été et les jours à Austin devinrent longs et dorés. Chez Green 5 Solutions, les choses allaient mieux que jamais. L'entreprise venait d'ouvrir une antenne à Denver et 2 grands médias technologiques qualifiaient Benjamin de « force tranquille » derrière l'essor des systèmes énergétiques alimentés par l'IA. Mais Benjamin avait changé. Il était toujours vif en réunion, toujours dévoué à l'innovation, dirigeant toujours son équipe avec une vision claire. Mais la faim agitée qu'il avait autrefois poussé à faire ses PR. Eve n'était plus là. Quelque chose en lui s'était apaisé. Il n'avait pas eu de nouvelles de William, Laura, James ou Emily. Et il n'attendait plus. Clara, sa thérapeute, lui avait dit un jour que la conclusion arrive rarement sous la forme que nous attendons. Parfois, ce n'est pas une porte qui s'ouvre enfin, mais nous qui décidons de ne plus frapper. Et Benjamin avait cessé de frapper. Au lieu de cela, il commença à ouvrir de nouvelles portes. Un après-midi, lui et Carlos étaient assis sur le balcon de leur immeuble de bureau à manger des tacos, comme au bon vieux temps. Carlos, maintenant chef du développement de produits, était resté aux côtés de Benjamin à chaque étape, la pauvreté, les présentations, la couverture médiatique, et maintenant la prospérité. « Tu as changé, mec », dit Carlos en mâchant pensivement. Benjamin haussa un sourcil. « C'est un compliment ?» Carlos sourit. « Oui. Tu avais l'habitude de travailler comme si tu fuyais quelque chose. Maintenant, tu travailles comme si tu construisais quelque chose. » Benjamin regarda la ligne d'horizon d'Austin. « Peut-être que j'ai finalement compris que je n'étais jamais celui qui était brisé, dit-il doucement. Carlos hocha la tête. Il était temps. Plus tard cette semaine-là, Benjamin prit une décision à laquelle il pensait depuis longtemps. Il appela son avocat et enregistra une organisation à but non lucratif. Il l'appela « Bright Path, chemin lumineux ». Le nom lui était venu lors d'une séance de thérapie lorsque Clara lui avait demandé de décrire ce qu'il aurait voulu enfant. Une lumière, juste quelque chose à suivre, avait-il dit. Même si elle était faible. La mission de Bright Path était de donner cette lumière aux autres, en particulier aux orphelins, aux enfants placés en famille d'accueil et aux adolescents issus de foyers négligents. L'organisation à but non lucratif offrait des cours de codage, des ateliers de compétences de vie et des bourses pour l'enseignement supérieur. Elle fournissait également un soutien thérapeutique à ceux qui en avaient le plus besoin. En 6 mois, Benjamin avait ouvert 3 centres Bright Path à travers le Texas. Chaque centre était construit pour être chaleureux, ouvert et plein d'espoir, non pas des institutions, non pas un autre système froid, mais un endroit où un enfant pouvait s'asseoir sur un canapé, manger un repas chaud, poser des questions sur ses rêves et être pris au sérieux. Un jour, en visitant le centre Bright Path d'East Austin, Benjamin rencontra un garçon nommé Jordan. Il avait 12 ans, était maigre, portait de grandes lunettes, et était aussi silencieux qu'une ombre. Mais quand il parlait d'ordinateur, ses yeux s'illuminaient. « Je veux construire quelque chose qui vole mais qui fonctionne à l'énergie solaire », dit-il lors d'un cours de robotique, tenant une platine d'expérimentation couverte de fils. Benjamin s'agenouilla à côté de lui. « Tu as déjà codé ?»« Seulement sur l'ordinateur de la bibliothèque, » dit Jordan. « Parfois, il plante. » Benjamin sourit. « Tu as déjà des kilomètres d'avance sur là où j'ai commencé. » Jordan leva les yeux. « Vraiment ? Vraiment. » Ce jour-là, Benjamin ne donna pas seulement un ordinateur portable à Jordan. Il lui donna une bourse, une place de mentorat, et quelque chose que Jordan n'oublia jamais, son numéro de téléphone griffonné sur un post-it.
Envoie-moi un texto si jamais tu te sens bloqué, lui dit-il. Jordan ne lâcha pas ce papier de toute la journée. Le temps passa. Green 5 grandit. Bright passe aussi. Benjamin donnait des conférences dans des écoles, visitait des orphelinats et faisait discrètement des chèques à des enfants dont les histoires reflétaient la sienne. Mais il ne sentait plus qu'il essayait de combler le vide dans sa poitrine. Il plantait simplement de la lumière là où il n'y en avait pas eu auparavant. Un soir, Carlos l'invita à dîner. La mère de Carlos, vivant maintenant confortablement dans une maison que Benjamin l'avait aidé à acheter, prépara ses fameuses enchiladas. Ils rirent, racontèrent des histoires, et pendant quelques heures, Benjamin ressentit ce qu'il avait poursuivi toute sa vie. Pas la richesse, pas le succès, mais l'appartenance. Après le dîner, la mère de Carlos serra fort Benjamin dans ses bras. « Tu es mon deuxième fils », dit-elle avec son accent chaleureux. « Tu auras toujours une place ici. » Et cette fois, Benjamin ne tressaillit pas. Il la serra en retour. « Merci. Maman. » Un an s'écoula depuis la fête d'anniversaire. Celle qui aurait dû le briser, mais qui devint au contraire le tournant. Il ne recontacta plus jamais les Davis. Il entendit par des sources éloignées que William était tombé brièvement malade et s'était rétabli, que James avait pris la place de son père à la banque, qu'Emily s'était fiancée. Mais il n'y eut aucune lettre, aucun appel, aucune excuse. Pourtant, Benjamin ne ressentait aucune haine, seulement de la distance, seulement de l'acceptation. À l'anniversaire du jour où il avait quitté Fort Worth à 18 ans avec un sac de sport et $57 en poche, Benjamin se tenait de nouveau sur une scène. Cette fois, à la conférence nationale sur l'avenir des enfants. On lui avait demandé de donner un discours liminaire à des centaines de travailleurs sociaux, d'éducateurs et de jeunes. Quand il parla, sa voix était stable, son histoire familière, mais différente, car cette fois, il la termina différemment. « Je pensais que mon histoire parlait de rejet, leur dit-il. Mais je vois maintenant que c'est une histoire de réclamation, de construction de la famille dont j'avais besoin, de devenir la personne que j'avais autrefois besoin que quelqu'un d'autre soit. » Il regarda la salle comble. La douleur nous façonne, mais elle n'a pas à nous définir. C'est à nous d'écrire le prochain chapitre. Et je vous promets qu'il peut être magnifique. La salle se leva dans une ovation debout. Parmi eux se trouvait Jordan, maintenant âgé de 13 ans, portant un t-shirt Green 5 et un sourire radieux. Benjamin lui sourit en retour. Cette nuit-là, Benjamin retourna à son appartement et s'assit sur son balcon. La ville brillait sous lui. Il n'attendait plus. Il ne fuyait plus. Et pour la première fois de sa vie, il se sentit comblé. Des années plus tard, Forbes publia un article rétrospectif intitulé « Le garçon qu'ils ont oublié et l'héritage qu'il a construit malgré tout ». Il détaillait le parcours de Benjamin, de l'abandon au succès et à la philanthropie. La citation finale de l'article disait « Je n'ai jamais eu la famille dans laquelle je suis né, mais j'ai eu la famille que j'ai construite. » Et c'est plus que suffisant. Dans une petite maison de Fort Worth, une femme plus âgée lut l'article 2 fois. Elle le posa doucement. Et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Mais Benjamin ne le sut jamais. Et il n'en avait plus besoin, car il était déjà devenu l'homme qu'il devait être. Et son histoire, ce n'était pas celle du cadeau qu'ils avaient jeté. C'était celle de la vie qu'il avait choisi de construire malgré tout.